Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fabrice, bonsoir Manel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle émission, ce nouveau format, ce nouvel entretien. Comment ça va tous les deux? Aussi bien que possible dans une période assez merdique. Tout à fait. Et je pense que ça va être, on va en parler beaucoup ce soir. Quand on a programmé cet entretien autour de la date du 17 octobre 2023, on ne pensait pas du tout, en fait, que ça s'inscrirait dans une actualité aussi tragique, aussi dramatique et aussi fortement liée, en fait, au sujet qu'on abordera ce soir. Mais c'est le cas et donc il va falloir qu'on traite à la fois du sujet mais en gardant à l'esprit l'actualité tragique qui se passe en Palestine avec la guerre d'Israël contre la bande de Gaza et les Palestiniens. Manel, comment ça va toi? Le même état d'esprit. C'est vrai que c'est une période qui est très compliquée, en tout cas, surtout je pense, pour tout le monde et notamment pour les militants de gauche aujourd'hui qui luttent envers et contre tous pour pouvoir faire vivre le combat palestinien de soutenir le peuple palestinien dans sa quête pour sa libération et contre la colonisation. Donc c'est vrai que ça fait écho avec tous les mouvements anticoloniaux et particulièrement la guerre d'Algérie. Donc je pense que ce sera un débat très intéressant, mais qui s'inscrit tristement dans une actualité difficile. Oui. Et ben comme on l'a dit depuis le début de cette émission, le sujet du jour c'est le 17 octobre 1961, notamment la mémoire de ce massacre colonial qui a lieu à Paris, qui a été organisé puis couvert par l'État français. On en parlera tout au long de cette soirée. Pour en parler, on a avec nous Fabrice Risseputi, qui est historien, qui a notamment écrit un livre de référence sur le sujet, Ici on noyait les Algériens, la bataille de Jean-Luc Einaoudi. Tu pourras nous en parler plus longuement après, Fabrice, mais peut-être que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Me présenter? Oui, Écoutez, oui, je suis historien. J'ai été longtemps prof d'histoire géo dans le second degré. J'ai été militant syndical. Et je suis maintenant animateur d'au moins un site internet qui s'appelle histoirecoloniale.net, de l'association Histoire coloniale et postcoloniale. Euh, je travaille aussi sur les disparus algériens de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger avec l'historienne Malika Rahal. Et je viens de terminer un livre sur Jean-Marie Le Pen et la torture en Algérie qui paraîtra en janvier 2024. un mois trop tard pour qu'on l'offre à nos proches à Noël. Ça leur ferait une lecture bien utile. Mais merci beaucoup. J'espère que vous regarderez et que vous vous tiendrez informé de la sortie de ce livre. J'en profite pour saluer également le chat, Valka, Soka et l'Antistream. D'ailleurs, merci pour le follow, l'Antistream. Ça fait super plaisir. Manel, on va commencer cet entretien d'abord avec toi. Du coup, tu es une militante antiraciste et mobilisée avec le média No Révolution, dont fait partie cette chaîne de Twitch. Tu as écrit notamment un article sur les politiques migratoires répressives au cœur du capitalisme contemporain, dont on va parler pendant la première partie de cet entretien avant de discuter du 17 octobre. Voilà, tu as aussi écrit un mémoire à la fin de tes études, notamment sur la mobilisation des supporters algériens pendant la guerre d'Algérie. Et donc c'est un sujet voilà, qui te tient à cœur et que tu as eu l'occasion d'étudier pendant tes études. Pareil, je te pose la même question qu'à Fabrice, si tu as envie de compléter la courte présentation que je viens de faire et te Non, présenter en non, quelques mots. je vais juste dire une chose, c'est Ouais. que j'ai un peu de mal à t'entendre. Ah, Mais ok. ça vient en grande partie d'un problème auditif que j'ai. Ah mince, ok, bon, je vais essayer de peut-être augmenter le son sur ton ordi. J'espère que le chat, dites-nous si vous avez des Je ne peux difficultés pas en faire termes de plus. son. Comme certains diraient, on a un peu un son de gauche sur Minerva, mais le matériel va s'améliorer en avançant.
Vas-y Manel, du coup, si tu souhaites. Oui, non, je pense que sur la présentation, on a fait le tour. Je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. Juste précision sur le mémoire, j'ai plutôt travaillé sur la place des supporters dans les mobilisations contemporaines en Algérie, notamment pendant l'Irak. Mais il y a toute une partie du mémoire qui revient sur la place des clubs de foot dans la résistance algérienne et, voilà, et le rôle qu'ils ont joué comme structure révolutionnaire. Donc voilà, c'était juste une toute petite précision. Très bien, je te remercie pour cette précision. Et ben, du coup, voilà, on a en tout cas deux personnes super intéressantes avec lesquelles discuter de ces enjeux. Donc je vous invite vraiment le chat à ne pas hésiter à poser des questions si vous voulez plus de précision, s'il y a un sujet qui résonne avec quelque chose que vous avez entendu et vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas. On n'est pas sur Twitch pour rien. Et du coup, en début d'émission, comme à chaque fois, on commence par échanger autour de l'article écrit par un militant-militante de nos révolutions. Là, en l'occurrence, on va discuter de ton article, Manel, du coup, sur les politiques migratoires répressives en France et plus largement en Europe. C'est un sujet qui a semblé important à aborder parce que ce qu'on en a vu malheureusement ces derniers jours, c'est que le gouvernement ne manque pas d'utiliser toute l'actualité dramatique actuellement en France pour s'en servir afin de mettre en place des politiques de répression migratoire encore plus drastiques. Donc voilà, c'est aussi un sujet en plein au cœur de l'actualité. Et je voulais te demander dans quel contexte tu as écrit cet article, pourquoi et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire quand tu l'as écrit. Il est retrouvable sur nosrévolutions.fr, c'est le site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous nos articles. Ouais, c'est un article du coup qui traite des politiques migratoires, qui s'inscrit en fait dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et notamment la préparation de la loi immigration du gouvernement et notamment de Darmanin, qui en plus l'a remis à l'ordre du jour et dont il se sert de l'actualité politique pour inscrire cette loi dans son agenda personnel politique. D'une part avec ce qui se passe autour, le triste attentat qu'il y a eu à Arras, mais plus largement toute l'actualité qu'il y a eu aujourd'hui autour de la Palestine, etc. Donc au-delà de cette proposition de loi, les politiques migratoires ou les lois sur l'immigration, elles sont nombreuses et elles sont toutes aussi inefficaces les unes que les autres depuis des années. Il y a deux exigences en écrivant cet article. Un, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces politiques migratoires elles existent, quels sont leurs rôles politiques, économiques, idéologiques. Et la deuxième exigence, qui est une exigence du média Nos Révolutions, c'est d'ouvrir un chantier de réflexion sur les questions antiracistes et la conceptualisation marxiste du racisme. Du coup, inscrire le racisme dans un contexte économique, dans un système économique qui est le système que l'on connaît, le système capitaliste mondialisé. Et donc, du coup, cet article, il traite uniquement et spécifiquement des questions économiques. Il y a deux volets qui arrivent, qui sont en cours d'écriture, du coup, qui traitent plus des aspects idéologiques et politiques des lois sur l'immigration. Super. Et si tu pouvais nous résumer le contenu de ton article et un peu les problématiques que tu as pu soulever dans l'écriture de ton article. Et Fabrice, n'hésite pas, si tu es interpellé par ce que raconte Manel, si tu as envie de lui poser des questions, tu peux couper la parole, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc du coup, l'article il part d'un constat simple, c'est que les politiques migratoires des gouvernements occidentaux en Europe, mais on peut aussi prendre le cas des États-Unis, en fait, ces politiques elles prennent une position centrale dans tous les fonctionnements, tous les systèmes économiques, et notamment dans le système économique global, et qu'elles sont à mettre en lien en fait avec l'essor d'un impérialisme renouvelé, et de comprendre que
on a changé de logique politique sur les questions migratoires depuis à peu près les années 70 et l'émergence de ce qu'on peut appeler le néo-impérialisme, néocolonialisme, avec une offensive extrêmement brutale, notamment vis-à-vis des pays ex-colonisés, où on va imposer des plans d'ajustement structurel, avec le FMI, etc. Et donc, du coup, on va venir en fait attaquer les systèmes économiques des anciens pays colonisés. On va les affaiblir énormément, notamment d'un point de vue économique. Et que du coup, face à cette... du coup, il y a de l'extrême précarité qui se crée. Et donc, du coup, des mouvements de population. Donc, d'abord, l'article il vise à montrer que le capitalisme tel qu'il a toujours fonctionné a toujours été accompagné de déplacements de population, que ce soit en Europe, on connaît les vagues italiennes, espagnoles, etc. Et aujourd'hui, voilà, c'est d'autres formes de migration qui ont émergé. Et là, ce qui change radicalement dans les nouvelles politiques migratoires, c'est qu'on va fermer les frontières. Contrairement aux années d'entre-deux-guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu importer de la main-d'œuvre et donc du coup, on a fait ramener tout simplement des migrants en France pour occuper certains emplois, notamment pour reconstruire les différents pays après-guerre. Et là, en fait, on change de logique où on ferme les frontières, on sélectionne du coup des formes de migration. C'est tout ce que le gouvernement appelle aujourd'hui les migrations choisies, tout simplement parce qu'on est dans un système où le système capitalisme mondial, il fonctionne sur le principe de délocalisation. Donc, on va délocaliser un certain nombre de production et donc du coup, les lieux de production stratégiques ne sont plus en Europe. Et donc, du coup, on a besoin de garder la main-d'œuvre dans les pays dans lesquels on a délocalisé tout simplement les entreprises, etc. Ou alors dans les pays où on a besoin d'extraire des richesses, de piller des richesses, etc. Et donc, du coup, c'est ce qui explique aujourd'hui des mesures extrêmement répressives où on n'a plus besoin de ramener cette main-d'œuvre en Europe. On a besoin qu'elle reste là où il y a les lieux de production. Et donc, du coup, c'est ce qui entraîne tous les drames qu'on a connus là cet été, mais depuis plusieurs années, où on a des milliers de personnes qui meurent en mer, dans les montagnes, dans les déserts. Et un autre élément important, ça va être vraiment les partenariats qui vont être noués avec d'autres pays autoritaires. On l'a vu cet été avec la Tunisie, où on va en fait signer des conventions de partenariat pour que ces pays-là gardent les flux migratoires en fait. Et donc du coup, ça va créer encore une fois des centres de détention de migrants dans des situations effroyables qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, le but de l'article, c'était vraiment de montrer comment est-ce que ces politiques migratoires elles sont mises en place et sous quelle directive économique elles sont mises en place. Elles ne sont pas mises en place uniquement par idéologie raciste, mais elles viennent aussi soutenir un système économique. Et en fait, quand tu parlais des métiers en tension tout à l'heure, qui du coup pourraient... on pourrait sélectionner en gros des migrants, des migrantes en fonction de certains métiers. En fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit des métiers du bâtiment, du care, ça va être beaucoup, oui. Ça va être en fait du travail non délocalisable, en fait, en très grande majorité, et du travail très précaire, dont une grande partie de la population française native n'occupe plus les postes. Donc ça va être tout ce qui va être bâtiment, restauration, ubérisation, travail du care pour les migrantes, donc tout ce qui est le travail du soin, travail domestique, de l'aide à la personne. Il y a une vraie privatisation du marché du soin et du domestique, où on va chercher spécifiquement, parce que il y a aujourd'hui aussi des politiques spécifiques migratoires pour les femmes migrantes,
où elles, on va aller les chercher, y compris ailleurs dans le monde. On va nouer des partenariats, on va aller les chercher pour qu'elles viennent travailler dans ces secteurs qui sont extrêmement lucratifs, privés, et donc du coup, dans lesquels les femmes migrantes vont très mal... Enfin, on les ramène uniquement pour qu'elles travaillent dans ces secteurs spécifiques, donc les métiers du care, donc du soin, de l'aide à la personne, de la domesticité, etc. Donc en fait, quelque part, je le dis dans l'article, l'Europe a ce lien avec le reste du monde où c'est l'homme, entre guillemets, où c'est celui qui ne sait pas laver ses chaussettes, se faire à manger, juste tout le travail qu'on assigne aux femmes, métaphoriquement, c'est le rôle des États occidentaux qui l'assument, donc qui assument le rôle d'homme, et du coup les populations migrantes qui assument en quelque sorte, métaphoriquement encore une fois, le rôle de femme. Je dis aussi bonsoir à Soupe au poivre et à Fred dans le chat. Merci de nous avoir rejoints. Toi, t'en as pensé quoi, Fabrice, de ces débats autour de la nouvelle loi immigration qui va être débattue dans les mois à venir? Je ne peux pas dire que j'ai suivi ça de très près, simplement j'ai été assez inquiet, disons, de voir une grande partie de la gauche institutionnelle se rallier au thème de l'immigration choisie. Hein. Je pense notamment à une pétition qui a été publiée il y a quelques jours, ou quelques semaines, qui demandait la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Bon, mais... Oui, puis ce qui est super choquant, pas plus étonnant que ça, mais c'est inquiétant. Tout ça a été... Si on prête attention un peu au timing et au moment où les choses ont été débattues, au final, ça veut dire que c'est... la question des métiers en tension, elle a été débattue avec le parti Renaissance pendant la mobilisation contre les réformes de retraite, quoi. Donc on voit qu'au final, c'est une question qui concerne bien sûr évidemment la question des migrants, mais plus généralement qui concerne l'ensemble de la vision néolibérale et austéritaire et autoritaire du gouvernement en France, quoi. Et du coup, la question de s'y rallier ou non est d'autant plus large et concerne évidemment la question des migrants, et c'est suffisamment grave pour se battre ne serait-ce que sur cette question, mais plus largement, quoi. Oui, ce qui est choquant, c'est que la position historique de la gauche, c'est de dire la régularisation pour tous les sans-papiers. Enfin, quand on dit sans-papiers, en réalité, ils ont plein de papiers et on fabrique aussi de toutes pièces une catégorie de personnes qu'on décide qui n'ont pas de papier. En vrai, ils en ont, mais c'est aussi tout un tas de lois qui font qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations entre guillemets d'illégalité, mais par exemple, le simple fait, la mobilité est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on a tous le droit de bouger partout dans le monde, mais il n'y a pas de droit à l'installation. Donc, ça touche aussi aux questions de citoyenneté, de qui est-ce qu'on reconnaît comme citoyen ou non. Donc, je pense que on a perdu... c'est aussi une des réflexions qui est sous-jacente de toutes les questions qui touchent à l'immigration ou aux questions du racisme. C'est aussi une gauche qui n'est pas capable ou n'est pas en mesure aujourd'hui de proposer de contre-projets sur ces questions-là, qui fracturent la société française, etc., mais qui n'est pas en mesure aujourd'hui de dire voilà ce qui cause l'immigration et voilà ce qu'on fait nous, quel est notre contre-projet sur la question et comment est-ce qu'on combat ces différentes lois, parce qu'en fait finalement on est assez démunis et on perd à chaque fois qu'il y a ce type de proposition de loi, et on autorise de plus en plus notamment l'expulsion arbitraire de personnes étrangères, dites étrangères. Je pense que ça s'inscrit aussi dans un moment autoritaire de l'État français qui ne reconnaît de moins en moins de droits, notamment de droits internationaux, du droit au refuge, du droit à l'installation, etc. Donc c'est important aujourd'hui d'être combatif quand il y a ce type de loi qui est mis sur la table, et c'est regrettable que
certains partis de gauche ou certaines parties de personnalités de gauche pensent pouvoir dealer avec le gouvernement sur la régularisation de certains métiers en tension, alors que voilà, notre position historique, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, parce que l'illégalité n'existe pas, en fait, tout simplement. Ces gens-là travaillent, habitent en France, ont des enfants en France, payent leurs impôts, voilà. Enfin, ça n'existe pas en tant que tel. Et d'ailleurs, j'ai regardé aujourd'hui la mobilisation. Il me semble que c'est dans les travaux liés aux Jeux Olympiques 2024. Il y a une grève de travailleurs sans papier qui a débuté soit aujourd'hui, soit dans les quelques jours qui ont précédé, je ne me souviens plus exactement. Mais du coup, c'est aussi une double peine pour les travailleurs et plus généralement les étrangers, les travailleurs sans papier et les étrangers qui sont en France, c'est-à-dire que dès l'instant où ils se mettent dans une position face à l'État français où ils peuvent aller en garde à vue, donc c'est totalement possible en fait quand on manifeste, c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, on peut être en garde à vue pour le simple fait de se balader dans la rue si on n'a pas ses papiers, mais voilà, si on est en grève, ça peut aussi les amener à être expulsés du territoire français alors qu'ils travaillent ici dans des conditions en général détestables pour les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire qu'en plus, l'État français, pour son prestige, pour les Jeux Olympiques qui sont censés miroiter d'une certaine puissance économique, culturelle, sportive, etc., a besoin des travailleurs étrangers pour faire tous ces travaux. Et ils sont potentiellement... s'ils font grève, ils peuvent être envoyés dans leur pays. Et je parle des travailleurs qui se mettent en grève, je parle aussi de n'importe quel étranger ou de n'importe quel travailleur sans papier qui peut être contrôlé, mis en garde à vue et renvoyé dans son pays aussi simplement que ça, quoi. Il y a l'Antistream, excuse-moi, il y a l'Antistream qui nous dit qu'il y a une grève victorieuse et aujourd'hui l'occupation d'une boîte d'intérim qui participe au JO. Mais je t'ai coupé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est très intéressant, surtout toutes les positions qu'il y a eu de la France sur le Qatar et sur l'exploitation de migrants au Qatar. Et ça se passe exactement la même chose. Enfin, il se passe exactement la même chose ici, sur notre propre territoire. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il faut faire grandir ces solidarités-là et faire grandir cette question, parce que juste ce pays, il tient debout grâce à la sueur et au sang aussi de milliers de travailleurs qui travaillent dans des conditions horribles et pour qui on est dans l'indifférence totale, quoi. Il y a un passage dans ton article que je trouve particulièrement juste, Manel, quand tu dis que en fait, le prolétariat, les travailleurs français, ils peuvent profiter en vrai du confort qui est celui du fait d'habiter en France, bien sûr, confort tout relatif en fonction de son salaire, de ses droits, etc. Et c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde de vivre de manière décente, évidemment. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a un minimum de confort possible en France et que ce confort, il est consenti au prix du travail de ces travailleurs étrangers et de ces travailleurs sans papier et qu'il est essentiel, c'est ce que tu dis dans ton article. Enfin, tu pourras éventuellement répondre si j'ai pas forcément formulé ça bien, mais voilà, c'est essentiel que les travailleurs français soient solidaires en fait des travailleurs étrangers et sans papier et ne se satisfassent pas du confort qu'ils gagnent au prix de leur exploitation. Et puis ça pose une question, on va dire vieille comme le temps, mais en tout cas que se sont posées que s'est posée la gauche, c'est la fin de la division du travail entre différentes classes sociales. Et là, l'idée qui est défendue aussi, c'est que si des personnes, de par leur origine ethnique ou de par leur venue d'ailleurs, etc., occupent une place spécifique dans le système capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a une division du travail qui est liée à cette position en fait racialisée, et que du coup, il existe aussi, au même titre qu'il existe une division genrée du travail, donc un travail fait pour les femmes, un travail fait pour les hommes, un travail fait pour les personnes immigrées pour les personnes immigrées, et ça se transmet aussi de génération en génération. Ce que je veux dire, c'est que les descendants d'immigration, entre guillemets, mais qui sont français issus de l'immigration, ils occupent aussi les mêmes positions sociales dans leur très grande majorité. On le voit notamment
avec toutes les réformes qu'il y a sur les bacs pro, qui concernent majoritairement les lycéens issus des milieux populaires, etc., où on cantonne des milieux à des travaux, à un travail spécifique qui est voilà un travail qui s'hérite en fait entre guillemets de génération en génération. Donc c'est important de lier cette question du racisme à la question économique et à la manière dont se structure l'économie mondiale et l'économie française ici en l'occurrence. Et la question c'est comment est-ce qu'on y met fin, comment est-ce qu'on fait pour que en fait tout simplement ce soit plus les immigrés qui construisent nos rues, balayent nos rues, nous livrent à manger en Uber, nous emmènent à droite à gauche. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce travail en fait de la domesticité en fait d'une certaine manière qui s'est hérité à travers les siècles. Et je vous conseille vraiment, parce que toute notre discussion là, sur l'immigration, elle rejoint pas mal la discussion qu'on avait eue la semaine dernière avec Françoise Davis, qui est non, c'est pas la réalisatrice, c'est l'autrice de documentaire qui s'appelle L'Histoire d'une nation, et qui raconte en gros l'histoire de la fabrication de l'identité française au travers de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'école et de l'histoire de l'exploitation des femmes et de l'évolution de l'encadrement des relations amoureuses. C'était vraiment super intéressant, donc je vous recommande vraiment d'aller regarder cet entretien qui est dispo sur notre chaîne YouTube. Et je vous conseille également, avant de passer à la suite de notre émission, je vous recommande beaucoup, Soka, si tu peux le mettre dans le chat, le parti pris qui a été publié aujourd'hui par Nos Révolutions. Chaque mois environ, Nos Révolutions publie un parti pris qui est une prise de position sur l'actualité du moment. Bon, du coup, l'actualité de cette semaine, ça aurait peut-être été de parler de la guerre et de l'impérialisme, vu ce qui se passe entre Israël et Palestine. Mais voilà, quand on a eu nos discussions, on a vraiment tenu à parler du projet de loi immigration et de toute la discussion qu'on vient d'avoir. Et donc, on a sorti ce parti pris aujourd'hui. Et il traite en long, en large et en travers de la question avec un certain nombre de propositions, que ce soit la participation des étrangers à la vie politique, effectivement la remise en question de la division du travail. Enfin, voilà, je vous laisse parcourir l'article. Il est vraiment, sans se jeter de fleurs, je trouve vraiment très bien, et c'est important qu'on ait cette parole aussi à gauche. Donc je vous invite à retrouver ce parti pris sur nosrévolutions.fr. Est-ce que Manel, tu penses qu'il manque un aspect de la discussion Non ? Ok, on va passer sans plus tarder au cœur de notre entretien, autour du 17 octobre 1961. Pour la petite histoire, normalement, ce live devait avoir lieu hier, donc ça aurait été le jour d'anniversaire de cette date dramatique. Qui du coup a eu lieu donc en 1961 pendant la guerre d'Algérie, et durant laquelle l'État français a réprimé dans le sang une manifestation d'Algériens et on a perdu Fabrice, mais dès qu'il va revenir je le referai rentrer dans le stream, ça arrive de temps en temps. C'est voilà, il est de retour. C'est une manifestation de militants contre la guerre d'Algérie. Que ce soit des Algériens ou des militants tout simplement solidaires. Et du coup, je voulais te demander, Fabrice, peut-être pour commencer cette discussion, j'ai mentionné tout à l'heure que tu as écrit le livre « Ici on noyait les Algériens, la bataille » de Jean-Luc Einaoudi. Peut-être que pour introduire la discussion, tu peux nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre et comment cette histoire s'est écrite. Alors écoute, je sais pas trop, c'est une question toujours un peu difficile. C'est difficile d'expliquer pourquoi on a écrit un livre toujours. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 65 ans, c'est-à-dire que quand cette histoire dans les années 80 sort de l'oubli, de l'amnésie fabriquée dans laquelle elle était enfouie,
moi, j'étais attentif à ça. Bon, j'ai été l'étudiant de Pierre Vidal-Naquet, qui est un grand historien qui était extrêmement engagé à l'époque même des faits contre la guerre d'Algérie, contre la torture, et qui s'est engagé aussi sur le 17 octobre 61. Voilà, donc c'est quelque chose une histoire que j'ai suivie, cette histoire du retour à la mémoire collective de ce massacre. Et puis, alors après, c'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis mis à faire quelques recherches là-dessus, parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler sur ce qui est arrivé à deux archivistes qui ont été mêlés à cette histoire et qui ont été sanctionnés pour avoir dit ce qui se trouvait dans les archives qui confirmait un massacre en octobre 61. Voilà, bon. Voilà. Mais c'est aussi évidemment parce que cet événement-là, alors, c'est pas un événement d'une grande importance dans le cours de l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Au moment où il se produit, l'indépendance de l'Algérie n'est plus qu'une question de date et de modalité. Voilà, donc il s'explique, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, mais il s'explique bien par le contexte politique de l'époque, mais si c'est pas un événement très important dans le cours de cette histoire, de cette guerre, il n'a pas changé le cours de la guerre du tout. En revanche, c'est une histoire très importante dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'immigration, dans l'histoire de la façon dont la République française a continué à traiter l'immigration, les non-blancs, les musulmans, enfin bon, il y a tout ça. C'est aussi une histoire, évidemment, c'est une sorte c'est une histoire dans laquelle on voit fonctionner le système d'impunité des violences policières racistes en particulier. C'est une histoire dans laquelle on voit collaborer toutes les institutions de la République dans la commission d'un crime et dans son impunité et dans son invisibilisation. Enfin voilà, c'est vraiment, en fait, c'est un événement complexe de ce point de vue-là. Bon, voilà, c'est cette importance-là qui justifie qu'on écrive des livres là-dessus, quoi. Hein. Et quand tu parles de la bataille de Jean-Luc Einaudi, c'est qui Jean-Luc Einaudi ? Jean-Luc Einaudi, c'est au moment où il s'intéresse à cette histoire, c'est un ancien militant révolutionnaire professionnel. Il était membre d'un parti marxiste-léniniste qui s'appelait le PC-MLF, un de ces nombreux groupuscules qui ont proliféré après mai 68. Il était rédacteur en chef de l'organe de ce parti qui s'appelait l'Humanité Rouge. Et en 1982, il quitte cette organisation, il devient éducateur à la PJJ, donc pas du tout historien de métier, hein, et il a à cœur, en fait, de sortir de dessous cette chape de plomb toutes les histoires ayant trait à la guerre d'Algérie qui ont aussi impliqué la gauche communiste et socialiste. C'est le cas pour le 17 octobre 61, mais par exemple, Jean-Luc Einaudi, le premier livre qu'il sort, c'est le seul livre qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, sur l'affaire Fernand Yveton. Fernand Yveton, c'était un ouvrier algérois d'origine européenne, membre du Parti communiste algérien, non pas du Parti communiste français, qui a été condamné à mort et exécuté en 1957, pour avoir posé une bombe qui était destinée à saboter son usine à Alger, qui n'a jamais explosé, elle était destinée à ne tuer personne, elle n'a tué personne, et pourtant, donc, Fernand Yveton a été exécuté pour l'exemple, c'est le titre du livre de Jean-Luc Einaudi, avec l'aval de François Mitterrand, qui était à l'époque ministre de la Justice. Voilà. Et voilà, c'est ça le premier travail d'Einaudi. Donc c'est quelqu'un c'est vraiment un phénomène dans l'histoire, dans cette histoire-là, dans l'histoire intellectuelle et politique, parce que c'est sur son temps libre, à ses frais, de façon totalement indépendante de toute structure, qui se livre à des recherches qui sont à chaque fois des recherches pionnières. C'est le cas sur l'affaire Fernand Yveton. Et puis c'est lui qui écrit la première véritable histoire. Il rend une histoire au massacre du 17 octobre 61, dans un livre qui est publié en 1991, qui s'appelle La bataille de Paris, qui fait du bruit à l'époque. Hein. Il écrit la première histoire
d'un événement qui n'avait pas d'histoire parce qu'il n'avait pas eu d'historien. Jusque-là, quand on regarde dans les publications à caractère historique, on s'aperçoit que soit il n'est pas mentionné, soit il est confondu avec la répression de Charonne, qui a visé, elle, non pas des Algériens, mais des militants communistes français au métro Charonne quelques mois plus tard. Bon, c'est une sorte de rumeur mémorielle. Voilà. Dans les années 80, Didier Deninx, par exemple, l'auteur de romans noirs, écrit Meurtre pour mémoire, qui prend pour cadre l'histoire du 17 octobre, et il est confronté même auprès de gens qui sont censés être bien informés, à une incrédulité complète. On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, comment la police française, en plein Paris, aurait pu massacrer des centaines de manifestants, et comment on ne le saurait pas? Voilà. Donc c'est vraiment, il y a eu vraiment un phénomène d'occultation tout à fait exceptionnel. Et Jean-Luc Einaudi, alors il n'est pas le seul à avoir milité pour qu'on reconnaisse cette histoire, mais il est le premier à avoir, grâce à des recherches d'historiens autodidactes, hein, alors dans les archives, pas beaucoup dans les archives parce qu'on lui refusait l'accès aux archives, mais auprès des témoins, c'est ça qu'il a fait de façon comme vraiment un pionnier, hein, à l'époque on fait très peu ça, il va en Algérie pendant ses congés, en France aussi, il interroge donc des Algériens, donc on prend en compte la parole des Algériens, c'est aussi une nouveauté complète à l'époque, parce qu'avant, depuis la guerre d'Algérie, tenir compte de la parole des Algériens, c'était quasiment faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, hein, y compris après la guerre d'indépendance. Bon. Il interroge aussi des flics, des journalistes, des témoins, et il bâtit la première histoire du 17 octobre 61. Voilà qui est Jean-Luc Einaudi. Ok. Et on parlera après de l'occultation de ce massacre, mais peut-être que tu peux nous dire d'abord donc, qui était précisément dans cette manifestation. Oui. Alors, elle se produit donc en octobre 61, à un moment où il y a déjà eu des négociations entre De Gaulle, qui est le président de la République à l'époque, et le FLN. Hein, ces fameuses négociations que la France a refusées pendant des années et des années en préférant faire une guerre toujours plus violente au FLN et au peuple algérien. Finalement, elles sont arrivées, elles sont déjà avancées. En octobre, elles sont suspendues, mais tout le monde sait qu'elles vont reprendre. Je le répète, ce que je disais tout à l'heure, l'indépendance est acquise. Bon. Seulement, le pouvoir politique gaulliste à ce moment-là, il n'est pas homogène du tout. Et au sein de ce pouvoir, il y a une fraction de cette droite gaulliste qui est farouchement pro-Algérie française, opposée aux négociations avec le FLN, à cette indépendance-là, en tout cas de l'Algérie, et qui fait tout pour saboter le processus en cours de négociation. Et le chef de cette fraction-là, c'est Michel Debré, qui n'est autre que le Premier ministre de De Gaulle. Voilà. Michel Debré, qui a par exemple, quelque temps auparavant, proposé sa démission à De Gaulle pour lui signifier son opposition aux négociations en cours. Bien. Et Debré, il est en lien direct avec le préfet, hein, le préfet de police de Paris, qui est Maurice Papon, qui a été placé là, lui, c'est un pacificateur colonial de métier, Maurice Papon. Il a fait ses armes d'abord au Maroc contre les nationalistes marocains, puis à Constantine, où il était super préfet, il a organisé la répression la plus violente, hein, en mettant en œuvre la torture, les disparitions forcées, etc. Et en 1958, peu de temps avant la prise du pouvoir par De Gaulle, il a été rappelé à la préfecture de police de Paris pour tenir la police parisienne. Parce que dans cette police, comme dans l'armée à l'époque, il y a des poussées factieuses de refus, qui trouvent le gouvernement français trop mou dans la guerre en Algérie. Et il y a une crainte du pouvoir de voir la police lui échapper, comme une partie de l'armée, manifestement, le fait aussi. Bon. Donc Papon, c'est le dur qu'on appelle, qui a l'expérience de la répression coloniale d'organisations du type du FLN. Il est là pour ça. Et il commence dès 1958 à mettre en œuvre des méthodes qui sont déjà totalement courantes en Algérie. Par exemple, la torture. Hein. Il fait venir aussi des personnes
d'Algérie. Ils créent des forces auxiliaires qui sont des sortes de harkis de la police, qui sont aptes à faire le plus sale boulot, que peuvent plus difficilement faire dans le contexte de l'Hexagone, de la métropole, les fonctionnaires de police. Bref, voilà. Donc ça, c'est le paysage. Alors, pendant cette rupture de négociation, il y a aussi un jeu d'amélioration du rapport de force qui est fait, et bon, tout ce qui peut affaiblir encore un peu le FLN et montrer, il faut aussi donner des gages à une partie de l'opinion publique française qui est pro-Algérie française, et lui montrer qu'on ne se laisse pas faire par le FLN et par les Algériens. Voilà. C'est ça le contexte en gros. Alors, ce qui met le feu aux poudres, c'est une décision qui est prise au début octobre, le 5 octobre, me semble-t-il, ou le 4, le 5, j'ai un petit trou de mémoire, pardon, peu importe. C'est une décision qui est prise à la fois par Debré et par Papon, et par le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Roger Frey, qui est d'imposer aux seuls Algériens de France, à ce qu'on appelle les Français musulmans, un couvre-feu. Alors c'est une vieille revendication de la police, de certains syndicats de police, qui sont d'ailleurs beaucoup plus à gauche à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui. Le FLN, depuis 1958, commet des attentats contre la police, et les flics demandent depuis longtemps qu'on instaure un couvre-feu aux Algériens. Le problème, c'est que c'est une décision totalement illégale, anticonstitutionnelle. On n'a pas le droit, évidemment, d'imposer un couvre-feu à une partie seulement de la population. Et donc, ce que fait Maurice Papon, pardon, c'est qu'il annonce qu'il est conseillé aux Français musulmans qui sont en France de respecter un couvre-feu, de 20h à 5h du matin, ils n'ont pas le droit de sortir. Les cafés, qui sont des lieux de sociabilité, de rassemblement très importants dans l'immigration, sont fermes à 19h. Tout rassemblement de plus de 2 ou 3 Algériens est interdit. Tout véhicule appartenant à un Algérien circulant après le couvre-feu sera saisi. Enfin, il y a toute une série de mesures comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que on croit que c'était une mesure légale. Le communiqué de Macron en 2021 parlait même d'un décret, il n'a jamais existé. C'était totalement... ça n'avait aucune forme légale. Voilà. Et donc, ce couvre-feu, évidemment, il est appliqué avec zèle par la police, et il achève de rendre la vie impossible aux Algériens qui vivent notamment dans la région parisienne, parce que ça les empêche de travailler, de rentrer du travail, enfin, etc. Bon, il faut dire que il y a déjà, depuis des années, une véritable terreur d'État qui s'abat sur eux. Il est tout à fait courant pour un Algérien qui vit dans la région parisienne d'aller passer une semaine à dormir sur le ciment du centre d'identification de Vincennes, qui est une espèce de centre de rétention, si vous voulez, où on envoie les gens qu'on prend sans papier ou qui sont suspects de quelque chose. Les flics qui contrôlent les Algériens ont coutume, par exemple, de leur déchirer leurs papiers, ce qui fait qu'au prochain contrôle, ils seront embarqués forcément. Il y a des descentes d'une grande violence déjà dans les bidonvilles où habitent beaucoup d'Algériens, ou dans les meublés où ils sont entassés chez des marchands de sommeil. Bon, voilà. Donc, le couvre-feu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a des témoignages au sein de la Fédération de France du FLN qui montrent qu'il y a une volonté chez beaucoup de militants de base de riposte à cette décision, y compris armée. Et l'option que choisit la Fédération de France du FLN, c'est de riposter, mais en choisissant une option pacifique, collective et pacifique, et non pas par exemple une recrudescence des attentats contre les policiers ou les symboles de l'État français, et donc d'appeler les Algériens de la région parisienne à en fait boycotter le couvre-feu. Il ne s'agit pas du tout d'une manifestation appelée se rassemblant à Place de la République pour aller Place de la Concorde. Il s'agit, la consigne qui est donnée aux Algériens, c'est de déambuler ensemble, bien sûr, dans tous les beaux quartiers de Paris, là où on ne les voit pas d'habitude, pour montrer
leur nombre, leur détermination et leur refus de ce couvre-feu qui est littéralement un couvre-feu raciste. Voilà. Alors, j'ajoute que le FLN, la Fédération de France du FLN, le fait toute seule, et il y aura très 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 peu de Français dans cette manifestation. Bon, et ça pose la question des relations qu'il y a à l'époque entre la Fédération de France du FLN et la gauche française. Alors, avec la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, on n'en parle même pas, puisque ce parti-là, lui, s'est vautré dans la pratique de la terreur coloniale, sous Guy Mollet, par exemple, et Robert Lacoste. Avec le Parti communiste français, les relations sont assez exécrables. Elles sont très tendues. Il y a quand même des contacts. Et il y a eu des négociations pour envisager une éventuelle riposte commune, mais elles n'ont rien donné. Et puis le FLN tient à ne pas être noyé dans autre chose que son combat pour l'indépendance. Et donc, parce que le Parti communiste français, j'ai oublié de le dire, et il est encore à cette époque-là sur la ligne paix en Algérie, mais pas indépendance de l'Algérie, ce qui fait une très grosse différence. Voilà. Et donc, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je suis capable de faire un tunnel de 2 heures. Il faut me couper de temps en temps. Parce que... Non, t'inquiète. Je voulais que tu finisses de développer sur... c'était quoi cette manifestation qui Alors, son déroulement, c'est donc de leur bidonville, par exemple, de l'énorme bidonville La Folie à Nanterre, qui est assez connu maintenant, puisqu'il y a pas mal de publications qui ont été faites dessus, des quartiers d'autres banlieues aussi, des quartiers du centre de Paris où parfois ils habitent. Donc les Algériens et les Algériennes sont invités à venir. Ils vont venir très souvent endimanchés. Et ça, on voit dans tous les cortèges qui ont eu lieu. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup pendant la guerre, mais avant la guerre déjà, quelque chose de systématique, c'est-à-dire qu'on veut montrer une dignité, quoi. On veut montrer... voilà. Et donc sont invités donc à venir dans Paris le 17 octobre. Alors, ça commence dans l'après-midi, et la préfecture de police est avertie assez tardivement quand même du déclenchement de cette opération, mais elle mobilise immédiatement environ, les forces de l'ordre doivent être environ au nombre de 10 000, et la consigne que donne Papon aux flics, c'est d'empêcher absolument que se déroule cette démonstration de force du FLN. Il est absolument intolérable qu'en plein Paris, ce Front de Libération Nationale qu'on continue à présenter comme une horde de bandits sans véritable base sociale puisse faire la démonstration qu'il a le soutien d'une très grande partie de la population dite musulmane. Et donc, il faut empêcher que ça se voit. Voilà. Et donc, on va bloquer, déjà aux portes de Paris, sur un certain nombre de ponts, on va, avec des barrages, donc de flics armés jusqu'aux dents, essayer d'empêcher les gens d'entrer dans Paris. On va y parvenir pas complètement, parce qu'il y a toutes sortes de moyens d'entrer dans Paris. On peut y entrer aussi par le métro, à pied, en taxi, etc. Et la police va se retrouver très rapidement submergée à une situation où un peu partout dans Paris, alors essentiellement du côté de l'Opéra, du côté de Saint-Michel, dans d'autres quartiers aussi, donc des groupes plus ou moins importants, formant cortège ou pas, scandant des slogans tels que Algérie algérienne ou à bas le couvre-feu raciste, déambulent, comme on leur a demandé, sans armes. Alors on sait que le FLN avait donné une consigne extrêmement stricte, surtout aucune provocation, et que par exemple dans la sortie du bidonville de Nanterre, il y avait des fouilles pour voir si les gens n'avaient pas sur eux même des couteaux ou des armes blanches. Bon, voilà. Donc il n'y a absolument aucune violence qui n'est commise de la part des manifestants. Par la suite, on essaiera de trouver des traces de violence. On ne trouvera rien à part une vitrine brisée dans Paris. Aucun flic n'a été blessé sérieusement. Et très très vite, alors d'abord ce qui se passe, c'est une rafle. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes rafles de l'histoire de France.
on va, en quelques heures, embarquer, selon la préfecture de police elle-même, plus de 12 000 personnes. D'accord ? Donc c'est considérable. Donc on fait monter de force à coups de crosse et de bidule. Vous savez, à cette époque-là, les policiers sont équipés d'un long bâton en bois d'1 mètre qui fait très très mal quand ils frappent. On fait monter les gens dans les paniers à salade de la police, mais qui ne sont pas assez nombreux. On réquisitionne les bus de la RATP, qui vont rentrer très souvent le soir au dépôt plein de sang, ce qui va provoquer les protestations des syndicats de la RATP. Et on les emmène dans des lieux improvisés de détention, parce que c'est pareil, on ne sait pas où les mettre au départ, il faut trouver des lieux. Alors on va trouver donc ce fameux centre de Vincennes, dans le bois de Vincennes, on appelle le centre d'identification, où beaucoup d'Algériens sont déjà passés. On ouvre le le palais des sports, le palais des congrès euh, de, de Versailles, et un certain nombre d'autres lieux comme ça. Alors, on n'ouvre pas euh, le Veldiv, mais c'est simplement parce que le Veldiv n'existe plus. Parce qu'en 58, Papon a déjà concentré 5000 Algériens lors de rafles. Hein. Alors je signale que le mot rafle est un mot totalement assumé à l'époque dans la police française. Hein. Donc en 58, il y a une rafle géante et Papon enferme 5000 Algériens dans le Veldiv. Il y a des rumeurs de torture, d'assassinat déjà à ce moment-là. Bon, là, le Veldiv n'existe pas. Mais on fait des Veldivs un peu partout, y compris dans la cour de la préfecture de police de Paris, dans les commissariats, etc. Là, il va y avoir des cas de torture. Quand on croit avoir attrapé un gros poisson de la Fédération de France du FLN, on le passe à la GIGN. Hein, il y a des témoignages en ce sens. Et puis, dans Paris, la police à laquelle Papon a fait passer le message qu'elle serait couverte quoi qu'il arrive, eh bien, se déchaîne, se lâche littéralement. Hein. Il y a probablement là des années de haine accumulées à l'égard des Algériens qui se libèrent. Et il y a des meurtres par dizaines, voire par centaines. Et donc des gens, donc on s'est bien connus, qui sont jetés dans la Seine, soit inconscients, soit conscients, soit ligotés, etc. Mais on trouve aussi des gens qui sont morts par balle, des gens qui sont morts par strangulation avec les câbles de frein des vélos de la police parisienne. Enfin, c'est une horreur totale. Voilà. Et je vais rebondir sur la question de l'anti-stream, excuse-moi, qui dit mais toutes ces réquisitions sont faites spontanément où il y avait un plan d'avance. Effectivement, c'est organisé, c'est planifié. Et comment l'État français, en particulier De Gaulle, a organisé et justifié surtout ce massacre de personnes, quoi. Alors, attends. Planifié, oui et non. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a une expérience déjà. Hein. Les forces de l'ordre à Paris ont l'expérience de la rafle et de la brutalisation des Algériens. Mais là, c'est fait de façon à une échelle jamais vue. Hein. Donc, c'est la répétition à grande échelle de quelque chose qui se pratique déjà depuis au moins 1958. D'accord et même avant, en fait, hein, parce que tuer des Algériens dans Paris sans risquer quoi que ce soit, c'est déjà quelque chose qui est arrivé, par exemple, à la police le 14 juillet 1953, c'est-à-dire avant le déclenchement de la guerre de libération nationale algérienne. Ce jour-là, il y a une grande manifestation le 14 juillet, comme c'est le cas depuis 1936, qui arrive à la place de la Nation. C'est la manifestation de la gauche parisienne. Hein. Le cortège arrive place de la Nation. Sur une estrade, il y a toutes les huiles, tous les dirigeants du PC et de la CGT notamment. En queue de cette manifestation, il y a un grand cortège d'Algériens indépendantistes qui appartiennent non pas au FLN, qui n'existe pas encore, mais au parti de Messaliage. Et il y a une échauffourée qui se produit à l'arrivée place de la Nation, et la police tire à balles réelles sur le cortège et tue 7 personnes, dont 6 Algériens, un militant français de la CGT qui s'interposait, et il n'arrive absolument rien aux policiers. Hein. Mon ami Daniel Kupferstein a fait un film et un livre assez récent là-dessus. Il a retrouvé 2 anciens policiers qui ont participé à cette tuerie et qui racontent comment ils ont tiré sur les Arabes comme sur des lapins, et comment ensuite ils sont allés recharger
leurs munitions pour prétendre qu'ils n'avaient jamais tiré, et comment et voilà, et la justice n'a rien fait. Donc il y a déjà quelque chose qui est en place, il y a déjà un système d'impunité des violences à l'égard des Algériens en France. Et voilà, c'est pas, on n'a pas planifié ce jour-là. De toute façon, à mon avis, comment dire, Papon est probablement surpris par l'ampleur de la démonstration algérienne. Hein. Vous savez, c'est une population qu'on connaît, que les autorités françaises connaissent mal, voilà, et donc, bon, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été planifié, hein, qu'on a planifié un massacre. Par contre, on a créé toutes les conditions pour qu'il se produise. Alors sur la question de la responsabilité de Gaulle, bon, ce qu'on savait jusqu'à maintenant, c'est qu'après, il aurait dit je ne sais plus qui exactement, quelqu'un qui lui rappelait ce qui s'était passé, il aurait dit inadmissible, mais secondaire. C'est-à-dire que c'est bien dans le cynisme qui était celui de ce personnage, c'est-à-dire que pour lui, c'était qu'une petite péripétie dans son grand œuvre qui était de conduire les choses jusqu'aux accords d'Évian, etc. Depuis, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a trouvé il y a quelques mois, ou l'année dernière, je sais plus quoi, dans les archives de l'Élysée qui se sont trouvées ouvertes assez récemment, des documents que De Gaulle a été informé après, très vite, et complètement de l'ampleur de ce qui s'était produit. Mais je le répète, à mon avis, et je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là, à l'instigation du tandem Debré, enfin, ou du trio Debré, Frey, Papon. Et alors ces réponses à ces conseillers qui l'alertent vraiment, qui soulignent le caractère absolument scandaleux de ce qui s'est produit, il dit il faut poursuivre les gens qui sont responsables de tout ça, mais il dit ça en sachant très bien que personne ne sera poursuivi, parce que c'est il est totalement certain, l'impunité est totale. Et puis, il faut ajouter, par exemple, que De Gaulle maintient Maurice Papon au pouvoir, à la préfecture de police de Paris, en poste, jusqu'en 1967, pardon. Hein, c'est-à-dire très longtemps après la fin de la guerre, et qu'il le couvre de remerciements, de décorations, d'honneurs, etc. Donc, il ne l'a jamais, évidemment, désavoué. Voilà. Voilà. Ok. Et moi, j'avais une question. Ouais, vas-y, Madeleine. Ouais, juste sur la reconnaissance de ce massacre, il me semble que Jean-Luc Einaudi était aussi entré en procès contre Maurice Papon à un moment. Oui, alors ça, c'est bien sûr. Bien après. Oui. Et donc, du coup, il y a eu une reconnaissance de ces massacres partiels. Est-ce qu'on a reconnu la responsabilité de l'État français et de Maurice Papon, notamment, dans ce massacre-là? Alors, ce dont tu parles, ça se produit à la fin des années 90, hein, c'est-à-dire très longtemps après les événements en question. Donc, entre-temps, quand même, il faut dire une chose, c'est qu'il y a eu des réactions. Hein, bon, la presse, le lendemain, titrait « Violente manifestation nord-africaine ». Voilà, la version de Papon, c'était qu'il y avait eu 2 morts seulement, 2 morts qu'il est obligé de reconnaître parce qu'ils ont été annoncés par une dépêche de l'AFP, que les Algériens étaient armés, qu'ils ont tiré, etc. C'est repris par une grande partie de la presse, mais pas par toute la presse du tout. Par exemple, le quotidien Libération de l'époque, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, commence très vite à poser des questions, parce qu'il y a quand même des témoins, il y a des invraisemblances, etc. Et il y a une opposition quand même, notamment celle de... pardon, j'ai encore un trou. Il y a une opposition qui réclame une commission d'enquête. Et le pouvoir, très habilement, fait ouvrir une information judiciaire, une procédure judiciaire, et quand une procédure judiciaire est en cours, il ne peut pas y avoir en même temps de commission d'enquête parlementaire. Donc c'est comme ça qu'ils évitent la commission d'enquête parlementaire. Et puis très rapidement, on passe à autre chose. Alors, il y a aussi des manifestations de protestation qui sont organisées. Donc très peu de temps après le 17 octobre, il y a une manif place Maubert. On voit des gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple, à l'initiative de l'UNEF de l'époque, qui est le mouvement en pointe dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Et puis, quelques jours après, le 1er novembre, c'est le PSU, qui a été créé, donc qui a quitté la SFIO justement sur les bases anticolonialistes,
qui organise une manifestation clandestine avec des rencarts secrets, etc. Mais la manifestation est très très vite dispersée, voilà. Et puis donc on est en pleine guerre d'Algérie et la manifestation, même des Français, est très compliquée. Et puis il y a Sharon qui arrive là-dessus, c'est-à-dire en février 62, donc 4 mois plus tard. Et là, c'est là que la gauche trouve ses martyrs de la lutte contre la guerre d'Algérie, avec donc les 9 morts de Sharon, à qui ont fait des obsèques extraordinaires. C'est une des plus grandes manifestations de l'histoire de France, qui accompagne les cercueils des morts de Sharon au Père-Lachaise. Et ce jour-là, il y a un seul représentant syndical qui évoque les morts algériens du 17 octobre, c'est celui de la CFTC. Hein, et ensuite, on oublie le 17 octobre. Voilà. Bon. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce qui fait revenir les choses à la mémoire, c'est le mouvement antiraciste des années 80. J'ai partagé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux un document que j'aime bien, c'est un tract d'un collectif de jeunes qui se dit donc jeunes issus de l'immigration, qui commence par rappeler 400 morts le 17 octobre 61, on continue à nous tuer comme des lapins dans les années 80, les crimes racistes impunis, et qui appelle à la marche pour l'égalité contre le racisme, donc en octobre 1983. C'est là que, au sein de cette jeunesse issue de l'immigration, il y a Farid Aïchoun, qui était un journaliste de l'époque, qui a une belle formule, a dit « Nous avons retrouvé nos racines sanguinolentes dans le 17 octobre ». C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils mettent en relation ce dont leurs parents souvent ne leur ont pas beaucoup parlé, ce dont ils n'ont pas entendu parler à l'école ni ailleurs, c'est-à-dire le sort qui a été celui de leurs parents pendant la guerre d'indépendance. Et ça ressort comme ça. Et comment cette mémoire se transmet, du coup, cette mémoire? Elle s'est transmise... Elle s'est quand même transmise au sein des familles, même si c'était très... Voilà, elle s'est transmise dans des couches totalement marginalisées de la société, chez les militants d'extrême gauche aussi. Hein, un type comme Jean-Luc Einaudi, il a entendu parler dans son organisation par les plus vieux, c'est le cas aussi à la gauche prolétarienne ou à la LCR, les plus vieux ont transmis la mémoire de la lutte contre la guerre d'Algérie aux plus jeunes. Mais ça ne ressort que longtemps après mai 68, voilà, sous cette forme-là. Donc, dans les années 80. Voilà. Et donc, Einaudi, lui, donc, il est en pointe, je vous l'ai dit, il écrit son bouquin, etc. Et là, il y a une sorte de hasard, c'est pas un hasard du tout, mais de coïncidence de faits extraordinaires, c'est l'affaire Maurice Papon qui éclate. Mais l'affaire Maurice Papon, elle éclate en raison du rôle qu'on découvre qui a été le sien pendant l'occupation, et du rôle qu'il a eu dans la déportation de 1600 juifs de Gironde quand il était secrétaire général de la préfecture de Bordeaux. C'est pour ça l'affaire dure 16 ans, et finalement il est jugé en 1997 par la cour d'assises de Bordeaux, mais pour sa complicité donc dans la déportation des juifs de Gironde. Et là, ce sont des parties civiles juives, et le MRAP également, qui vont voir Jean-Luc Einaudi et qui lui disent, voilà, on ne veut pas que les victimes algériennes de Papon soient oubliées, et tu vas venir témoigner dans le cadre de ce qu'on appelle l'examen du curriculum vitae de l'accusé, c'est-à-dire il y a un temps qui est donné à la cour d'assises pour connaître l'histoire de l'accusé, et donc Jean-Luc Einaudi, il vient. Alors, pour lui, c'est impressionnant. Hein. Il n'a jamais témoigné que devant des juges pour enfants. Hein. Et là, il est dans un des procès les plus médiatisés de l'histoire. Il y a la presse du monde entier. L'enjeu est énorme. Il se retrouve à quelques mètres de ce Maurice Papon dont il a révélé les crimes dans son bouquin. Et il fait une déposition extraordinaire qui dure 2 heures, qui scotche complètement. C'est le premier événement du procès, en fait. Le soir même, tous les médias français font leur gros titre sur le massacre oublié du 17 octobre 61 et le rôle de Maurice Papon. Voilà. Et donc, ça, c'est un moment important, bien sûr, dans la diffusion de la connaissance de cet événement. Parce que là, dans la presse, on tartine. Parce qu'en fait, c'était un secret de polichinelle. Hein, dans les milieux informés, là, à ce moment-là, on sait. Et donc, la presse de gauche, en tout cas, se lâche franchement sur la question. Et on en entend beaucoup parler. Et puis après, Papon commet l'erreur. Alors, il est condamné
Non pas pour ça, hein, puisque ces crimes-là, ils sont amnistiés, hein, j'ai oublié de le dire. Il n'est pas question de juger quelque crime que ce soit en rapport avec la guerre d'Algérie en France depuis 1962, puisque l'État français s'est immédiatement auto-amnistié. Aussitôt les accords d'Évian signés avec le FLN, on a pris des décrets disant qu'il serait impossible à jamais de juger quelque crime ou délit commis notamment par les militaires ou les policiers français en Algérie ou en France en relation avec la guerre d'Algérie. Et ça a changé, ça? Non, on a même renforcé l'amnistie par 4 lois successives jusque dans les années 80. Et donc, c'est ce qui permet, par exemple, à Jean-Marie Le Pen d'attaquer en diffamation des dizaines de fois quand on le traite de tortionnaire. C'est ce qui permet à Papon d'attaquer Jean-Luc Elodie en 1999, parce qu'il a écrit dans Le Monde quelque chose qu'il avait déjà écrit 40 fois avant, mais là, Papon a besoin d'essayer d'alléger son dossier parce qu'il il a fait appel de son jugement. Et là, le procès tourne à sa déconfiture, puisque Elodie le transforme en tribune et fait venir des témoins algériens, des historiens, toutes sortes de témoins. Et c'est un jugement particulièrement important, parce que là, c'est la première fois qu'un représentant de l'État, le procureur, dit qu'on peut, à bon droit, parler d'un massacre à Paris le 17 octobre 61. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan, mais ça n'est que sur le plan judiciaire. Hein. Alors, pour ce qui est de la reconnaissance de l'État français, c'est une toute autre affaire. Si vous voulez, je peux continuer mon tunnel. Je veux bien, y compris, pourquoi c'est ça semble logique là comme ça, mais d'un point de vue d'historien, pourquoi c'est important de lutter pour reconnaître ces crimes, ces massacres coloniaux? C'est pour les raisons que j'ai dites au tout début, c'est-à-dire que comment dirais-je, comment aborder ça? Mais vous savez, en 2021, c'est le 60e anniversaire, le 17 octobre 61. On a vu le président Macron se livrer à une commémoration et on a annoncé un grand geste de reconnaissance. Alors, il est allé au pont de Bezons, et pas au pont Saint-Michel où il y a une plaque où on se réunit tous les ans pour commémorer cette histoire. Et il ne l'a pas fait le 17 octobre, mais le 16 octobre. Et moi, j'étais invité par une chaîne de télé à commenter en direct, un truc que je ne ferai plus jamais. Et en fait, il n'y avait rien à commenter parce qu'on voyait le président poser une gerbe au bord de la Seine, faire une minute de silence et ne pas dire un seul mot. Alors, quand on connaît Macron et les logorées dans lesquelles il part fréquemment, c'était quand même tout à fait significatif. C'est-à-dire qu'il a été capable de faire ça parce qu'il sait qu'il y a une forte exigence dans la société française de reconnaissance de cette histoire. Hein. C'est devenu un abcès de fixation, en fait. Ça va bien au-delà, en fait, du 17 octobre. C'est-à-dire que ça met en cause, derrière, quand on tire la ficelle, il y a tout, la colonisation, le racisme, etc. Et il sait qu'il faut faire quelque chose, mais il ne peut pas dire un mot. Il ne dit pas un mot. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, c'est toujours, on peut pas dire, toujours pas dire, la République française ne peut toujours pas dire ce qu'elle a fait ce jour-là. Alors, les mots, ils vont être écrits dans un communiqué qui sort plusieurs heures plus tard. Tout ça est soigneusement mis en scène. Hein. Et le communiqué, il est hallucinant. Parce que dans ce communiqué, on comprend qu'il y a un seul coupable dans cette histoire, c'est le méchant Maurice Papon, dont on ne rappelle même pas quelles étaient les fonctions. Il n'y a pas préfecture de police, il n'y a pas police dans le communiqué, il n'y a évidemment pas colonisation, il n'y a pas racisme, il n'y a pas... et c'est donc, voilà, c'est une sorte de fusible mémoriel, Maurice Papon, et c'est facile, hein, c'est bon, quelqu'un qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Et puis, on fait comme... Enfin, il y a même des choses... On sent que le communiqué a été négocié avec le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, on dit qu'il y a un décret qui interdisait, qui avait promulgué, qui avait imposé le couvre-feu. Ce qui est faux, je vous l'ai dit, il n'y a pas de décret. On dit, et il y a même des phrases qui font entendre une petite musique selon laquelle, si ces Algériens étaient restés chez eux, il ne leur serait rien arrivé. Ce qui est un discours qu'on entend bien, qu'on voit bien tenir quelqu'un comme Darmanin, par exemple. Donc, je vous raconte ça parce que ça montre bien que la difficulté extrême qu'il y a pour la République française à reconnaître un crime qui n'a pas été commis
par un régime comme le régime de Vichy, qui n'a pas été commis dans une lointaine colonie, dans une situation particulière par l'armée française dans le cadre d'une guerre avec le FLN, mais qui a été commis au cœur de la République française par la police française contre des manifestations pacifiques et dans toute impunité. Et ça, alors, dans le contexte de l'actualité de la question des violences policières et dans le contexte du déni de ces violences policières, du déni du racisme systémique de la part du pouvoir, on voit bien que c'est toujours pas reconnu en fait. Hein. C'est pour ça que encore hier au Pont-Saint-Michel et dans bien d'autres régions de France, il y a eu des gens pour réclamer la reconnaissance d'un crime d'État, ce que n'a pas du tout fait Macron. Pas du tout. Hein. Je répète, crime d'État, ça veut dire que toutes les institutions de l'État, de la République, ont participé à des titres divers, de la présidence de la République en passant par la police, la justice, la presse également, à la commission et à l'impunité du crime. Voilà. Dans le chat, intéressant ce que tu... Attends, juste Manel, dans le chat, il y a Valka, d'ailleurs, bonjour Bonne Écologie, il y a Valka qui te remercie pour ce témoignage sur cette histoire et qui demande qui dit « Je me demande si la seule parole audible n'avait pas été celle de l'allemand ce jour-là d'ailleurs. » Tu te souviens de ce qu'avait dit l'allemand, du préfet l'allemand? Oui, alors j'ai oublié ce détail-là, oui, alors on a vu moi j'étais sidéré, quoi. Le matin du 17 octobre, on s'apprêtait à aller à une manifestation importante l'après-midi. Hein, il y a 160 organisations qui avaient appelé, donc je parle de 2021. Et on voit sur les écrans donc le préfet l'allemand, donc l'homme qui symbolise le mieux à ce moment-là les violences policières en France, venir donc devant la plaque qui a été déposée en 2001 sur le pont Saint-Michel, déposer une gerbe en silence, avec 2 ou 3 types derrière lui au garde à vous, et puis repartir. Voilà. Alors le tragicomique de l'histoire, c'est que l'après-midi même, les manifestants, eux, ont été interdits d'approcher la plaque commémorative où le préfet l'allemand était venu le matin. Une espèce de confiscation comme ça de cette affaire. D'ailleurs, hier, à nouveau, la préfecture de police n'a pas voulu que la manifestation, que le rassemblement se tienne devant la plaque sur le pont Saint-Michel, en prétextant qu'il y avait un procès très tendu juste à côté au palais de justice. Voilà. Ok. Et je voulais te demander, c'est une question qui est évidemment une bataille qui est toujours d'actualité, notamment qui est assez vive dans la jeunesse. Hier sur les réseaux sociaux, la majorité des gens qui réagissaient sur cette date, c'était beaucoup, je connais pas l'âge des gens, mais en général c'était plutôt des jeunes, y compris des militants antiracistes, etc. Et comment ça se fait à ton avis que, tu as déjà abordé la question du coup de la reconnaissance et de l'absence de la reconnaissance de l'État, mais au-delà de ça, à ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est une bataille qui est aussi importante pour les jeunes militants dans les nouvelles générations, soit de jeunes qui sont descendants de migrants, d'immigrés, et de militants écoute, la réponse me paraît aller de soi. Hein. Ouais. C'est que ces jeunes-là, ils sont extrêmement sensibilisés à la question des violences policières et du racisme. Voilà, et qu'il y a quelque chose peut-être... voilà, et puis il y a aussi la circulation des revendications décoloniales, quoi. Hein. Il y a eu depuis le moment Black Lives Matter, George Floyd, Adama Traoré, voilà, les questions sur la présence des symboles de l'esclavage et de la colonisation dans l'espace public. On est dans quelque chose qui redevient à nouveau très chaud, et dans un contexte où ceux qui ont le vent en poupe, c'est pas nous, hein, on sait bien, on voit bien en ce moment, c'est particulièrement terrifiant. Voilà, je viens de voir que, ça n'a pas grand rapport, mais ça m'a fait presque rire, que Madame Boyer, qui elle-même est très liée à l'histoire de l'Algérie française, qui est une sénatrice Les Républicains, venait de demander
je crois, la déchéance de nationalité du footballeur Karim Benzema. Benzema, ouais. Si les propos de M. Darmanin, selon lesquels Karim Benzema serait proche des frères musulmans, enfin, on nage dans un délire C'est parce qu'il est barbu, complet, en fait. quoi. Hein. C'est voilà, Ouais, les c'est barbus, ça, voilà. c'est un problème. Voilà, on est bon. Alors, je pense que on a des élites, entre guillemets, bien sûr avec beaucoup de guillemets, hein, c'est-à-dire que les gens qui dirigent les médias, qui dirigent la politique, qui sont quand même très très loin des réalités de la société française, en particulier de la jeunesse. Je pense qu'il y a vraiment un écart faramineux, quoi. Voilà. Et que, vous savez, pourquoi Macron ne dit pas ce qu'il sait? Il y a une historienne qui a parlé de l'aphasie française. On est dans cette situation-là exactement. C'est-à-dire qu'on sait quelque chose très bien, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que si demain il dit toutes les choses sur le 17 octobre, il se fait tomber dessus par les syndicats de police dont il est dépendant comme jamais, il se fait tomber dessus par la droite et l'extrême droite et les médias qui sont de plus en plus à la remorque de ces forces-là, et c'est juste pas possible, quoi. Hein. On est dans le calcul politique pur et simple, hein, toujours. Je rappelle que Macron, il fait sa première campagne électorale pour les présidentielles en 2017 en allant dire à Alger la colonisation a été un crime contre l'humanité. Ensuite, à Mediapart, il fait des déclarations, il prend des engagements à lutter contre le racisme systémique, contre les violences policières, etc. Et bon, je pense qu'à ce moment-là, il sait bien qu'électoralement, il y a en France de quoi remporter les élections de ce côté-là. Sauf que tout ça a été oublié depuis bien longtemps. Moi, je veux revenir un peu sur cette question de jeunesse face aux questions mémorielles. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une histoire qui est omniprésente et qui n'est pas encore aussi totalement écrite. L'histoire du 17 octobre, c'est l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est aussi l'histoire de familles qui ne parlent pas aussi de cette guerre-là. Et il y a aussi je pense, des formes de quête de sens et de recherche de vérité historique qui ne sont pas dites et sans lesquelles on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en tant qu'enfants issus de l'immigration, pourquoi on est confronté à ça. Il y a quelque chose de presque d'irrationnel quand on voit les questions des violences policières, quand on voit le racisme auquel on est confronté tous les jours. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que... Attends, juste excuse-moi Manel, je te coupe, mais on t'entend Fabrice quand tu tapes sur ton clavier. Tu peux carrément taper sur ton... Mais genre mets-toi en muet quand tu veux le faire. C'est juste pour nos viewers. Je disais, oui, il y a cette histoire qui n'est pas écrite et sans laquelle on ne peut pas faire nation si on n'écrit pas cette histoire-là et si on ne dit pas cette vérité. Et c'est comme s'il y avait deux récits, une partie de la population dont on refuse d'écrire l'histoire, donc l'histoire de l'immigration algérienne et ce que les familles algériennes ont vécu pendant la guerre d'Algérie, mais après, toute la chape de plomb qu'il y a eu et en fait... y compris dans les familles algériennes, on n'en parle pas beaucoup du racisme. En France, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie telle qu'elle a eu lieu en Algérie, mais l'histoire de la guerre d'Algérie en France, d'Algériens en France, tels qu'ils l'ont vécu et leur engagement, c'est une histoire qui est très peu écrite. Et aussi, quand on comprend l'histoire quand on découvre l'histoire du 17 octobre, en tout cas moi, quand je l'ai découvert, ça m'a fait prendre conscience de l'enracinement historique des violences policières, de la manière dont il est enraciné aussi en lien avec l'histoire de Vichy, de l'antisémitisme, des rafles qui ont été faites contre les Juifs, et de cette histoire spécifique des violences policières contre des mouvements indépendantistes. Et donc, du coup, ça vient aussi expliquer aujourd'hui l'histoire de la police française et son rapport aux populations immigrés, il y a aussi un héritage, et cet héritage, c'est important de le comprendre, de l'expliciter. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, Manel, cette histoire, tu dis, elle n'est pas écrite. Il y a beaucoup de livres et de chercheurs qui travaillent sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire de la guerre d'indépendance, etc. C'est qu'elle n'est pas enseignée. Oui, c'est ça. Je veux dire, évidemment, quand
quand un jeune racisé ou pas, hein, découvre ça dans une publication militante et se dit mais en fait à l'école en cours d'histoire on m'a pas appris ça, il trouve ça étrange. Mhm. Et il y a vraiment un très très gros problème, ça fait partie des revendications de ce qu'on appelle les militants de la mémoire. C'est le 17 octobre 61. Alors il n'est pas interdit de l'enseigner, hein. Moi j'en ai parlé à mes élèves, mais la place pour le faire, elle n'existe pas vraiment. Et c'est pareil pour... c'est- alors que les travaux, ils existent hein, depuis longtemps maintenant. Hein. C'est plus... Il n'y a plus d'amnésie. Dans ce sens-là, il n'y a plus d'occultation. On les connaît. Ces histoires, elles sont bien connues. Monsieur Macron fait des commissions d'historiens sur la colonisation de l'Algérie, mais je l'ai déjà dit, moi, les historiens, ils ont déjà beaucoup, beaucoup travaillé, et il y a largement de quoi, comment dire, savoir tout ce qui est important à savoir, quoi. Hein. Sauf que ça n'a pas vraiment de place, alors, dans l'éducation en particulier. Hein. Alors, on enseigne la guerre d'indépendance algérienne, enfin, on enseigne la décolonisation, mais on enseigne la guerre d'Algérie à des élèves, par exemple à des élèves de troisième, qui n'ont en général rien vu sur la colonisation de l'Algérie. Et comment est-ce qu'on peut faire comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance sans savoir ce qu'était la colonisation de l'Algérie? C'est totalement absurde. Voilà, par exemple, un exemple de ce manque important. Oui, quand je disais histoire écrite, je disais histoire politique, histoire sociale. Ah oui, oui, oui. Voilà, dans le sens d'un récit qui est connu, reconnu et sur lequel on peut s'identifier et aussi sur lequel on peut avancer. C'est une histoire qui est évidemment documentée par les chercheurs et il y a que ce soit en Algérie ou ici en France, mais c'est une histoire qui n'est pas écrite au sens social, politique, y compris à gauche. Cette histoire de l'immigration et de la reconnaissance mémorielle de cette histoire spécifique, elle a du mal à s'imposer en France. Mmh. On a pu voir, vous savez, là, cette année, on fête l'anniversaire, on commémore l'anniversaire de la marche de 83, on commémore l'anniversaire des massacres, des crimes racistes à Marseille en 73. Hein. Ça se télescope. On a pu voir Macron faire un tweet commémorant la marche de 83, cette sympathique marche, liberté, égalité, fraternité. Donc, voilà, on vide, c'est une technique macronienne assez bien rodée, on dépolitise complètement les événements, c'est ce qu'il a fait avec le 17 octobre, hein. Il y a le méchant Maurice Papon, serial killer, mais pas d'autre responsabilité, et là, la marche de 83, le type qui lui-même nie l'existence du racisme systémique contre lequel les gens marchaient en 83, parce que c'est bien contre ça qu'ils marchaient, hein, contre les discriminations, contre les crimes racistes, le type qui nie les violences policières, qui nie le racisme dans la police, qui fait un tweet pour commémorer la marche de 83 en écrivant liberté, égalité, fraternité. Bon, voilà. Et c'est très, très significatif d'un déni, en fait. On est en France les champions du déni colonial. Hein. Il y a, Darmanin peut déclarer que la police française a toujours été irréprochable, et peut même poursuivre les gens qui disent le contraire. Oui, c'est particulièrement visible là en ce moment vu ce qui se passe dans la bande de Gaza. J'aimerais bien qu'on discute de ça parce que ça fait bientôt 1h30 qu'on discute et je pense que ce serait important d'avoir quand même une discussion sur ce sujet-là. Avant ça, juste, je voulais soulever la question de Sinjet dans le chat, pardon, qui a raté des gros morceaux du stream, mais qui a une question. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres histoires de ce type qui ont été oubliées ? Je pense que oui, mais... L'histoire du 14 juillet 53, il y a encore très très peu de gens qui la connaissent. Hein. Bon, maintenant ça y est, elle a été faite cette histoire, mais cherchez en ligne 14 juillet 53, vous allez trouver des choses. Oui, écoutez, il y a par exemple tout un... Alors, on parle beaucoup de l'Algérie, mais c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt de toute l'histoire coloniale française. Hein.
Le Cameroun, par exemple, euh, les crimes de répression sanglante commis pendant la guerre d'Algérie au Cameroun par la France avant l'indépendance du Cameroun et après l'indépendance du Cameroun, c'est encore quelque chose qui est très très peu connu. Alors là encore, il y a des travaux, hein, il y a des livres qui existent là-dessus, mais bon. Et puis plein d'autres choses, oui. Hmm. Alors Euh, pour ce qui est ouais. de la situation, euh, moi je suis frappé quand même de voir comment en France, la représentation qui a été fabriquée pendant la longue colonisation d'Algérie de l'arabe joue à plein en France dans l'incompréhension en fait d'une grande partie de l'opinion probablement et des journalistes, des politiciens sur la situation qui est celle des Palestiniens et la facilité avec laquelle on peut dire des énormités. J'ai entendu Pujadas dire mais est-ce qu'un civil en Israël c'est exactement la même chose qu'un civil en Palestine, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie d'un arabe vaut celle d'un Israélien. Bon, voilà, on ne peut que constater qu'on est des héritiers, de ce point de vue-là, du racisme colonial, hein, qui continue à inspirer beaucoup, beaucoup de choses en France aujourd'hui, hein. Hmm. C'est ce que aussi. Enfin, il y avait le cas tout à l'heure dans le chat qui disait que hier Darmanin a choisi le 17 octobre pour s'adresser aux Juifs de France et que ça lui a fait très bizarre. C'est vrai qu'il y a un peu Ben, un glissement, quoi. Qui... en tout cas, il a choisi le 17 octobre pour dire que la haine des Juifs et la haine des flics se rejoignaient. Bon, Hmm. je ne sais pas s'il a choisi le 17 octobre, hein, j'en suis pas sûr du tout, mais enfin, bon, il n'y avait pas de mots pour ça, hein. Oui, en tout cas, il y a une continuité entre les politiques des États coloniaux qui disqualifient systématiquement les mouvements de libération nationale des Bien peuples sûr, oui, colonisés, que ce soit en France bien avec sûr. les Algériens ou avec l'État d'Israël avec les Palestiniens. Et c'est aussi assez frappant la manière dont le FLN avait organisé des attentats, tu en parlais tout à l'heure, en France pendant la guerre d'Algérie. Et qu'en fait, il y avait des réactions médiatiques qui avaient été très semblables des réactions médiatiques qu'il y a en ce moment envers les attentats du Hamas. Oui, il y a des points communs. Bon, c'est quand même très très compliqué, hein, mais Mm. on a deux organisations qui sont à la fois des organisations politiques et militaires. Bon, il y a cette grosse différence quand même que le Hamas est un mouvement islamiste, Mm. hein, à la fois nationaliste et islamiste. C'est compliqué. Il est une des composantes, mais pas la seule du tout, de la résistance palestinienne à l'occupation et à la colonisation. Euh, le, alors, dans tous les mouvements de libération nationale, il y a eu des, des, des meurtres aveugles de civils. Il y en a eu, alors, et qui sont toujours des choses qui sont faites en réaction. En fait, le terrorisme sans cause, ça n'existe pas, hein. On en déplaise à ceux qui veulent pas, qui refusent qu'on réfléchisse et qu'on contextualise les choses. Les attentats commis par le FLN, par exemple, dans les milk bars, dans la cafétéria, au casino de la Corniche à Alger, il les fait, donc il pose des bombes à retardement qui vont tuer des civils, européens ou pas, euh, mais il les fait en réaction à un attentat qui a été le plus meurtrier, qui s'est produit en août 56 dans la Casbah d'Alger, qui a fait 80 morts. Et ça a été ceux qui ont commencé à faire des attentats à la bombe à retardement, ce sont les ultra-européens. Bon, enfin, je vais pas développer là-dessus, mais enfin, alors voilà, moi je pense que il y a une incapacité spécifiquement française, je pense, à comprendre ce qu'est la situation coloniale parce que la France n'a pas digéré véritablement, n'a jamais fait de travail de pédagogie. Vous savez, jusqu'en 62, jusqu'à très peu de temps avant l'indépendance de l'Algérie, on a continué à dire aux Français qu'on avait une œuvre civilisatrice formidable en Algérie. Et tout d'un coup, on n'a plus rien dit du tout. Les Algériens sont devenus indépendants. Ah, ça arrive de temps en temps. En plus, Fabrice ne sait pas forcément qu'il a été
qu'il a été têche du Non, je pense qu'il va du le voir parce que stream. je l'ai vu tout à l'heure. Ok. Mais c'est vrai que c'est très intéressant cette coupure juste après la guerre d'Algérie où tout le monde oublie ce qui s'est passé et on n'en parle plus, quoi. Et c'est les générations d'après qui ressortent. Il est toujours parvenu. Non, mais tu peux continuer de meubler. Mais non, c'est assez pénible. On a toujours des petits problèmes de réseau. C'est toujours des problèmes de Wi-Fi, du coup, c'est assez indépendant de ma volonté. Mais on essaye de régler la situation. Mais oui, moi je trouve ça assez frappant, y compris vraiment dans tout ce que disait Fabrice tout à l'heure sur l'histoire de la répression policière et de l'organisation de la police, notamment voilà, il faisait aussi la comparaison de la rafle d'Algériens pendant le 17 octobre 1961. Ça fait forcément écho aux rafles du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi commise par la police française, et c'est aussi l'histoire de Maurice Papon. Et du coup, c'est assez saisissant qu'aujourd'hui, cette histoire, elle se matérialise de cette manière-là, quoi, où à nouveau, en fait, c'est le peuple, enfin, c'est les civils juifs et les civils arabes dans du coup la bande de Gaza et en Israël qui sont encore victimes des politiques coloniales d'Israël et des tentatives de résistance voilà, plus ou moins violentes du Hamas. Et c'est toujours une même continuité. Et du coup, en France aussi, il y a ce regard qui est comparable, quoi. Après, c'est pas tant vis-à-vis des attaques terroristes du Hamas qui sont évidemment, comme il l'a rappelé Fabrice, voilà, qui répondent aussi à une idéologie spécifique qui est certes nationaliste mais aussi voilà, islamiste, etc. Mais je pense que c'est plutôt dans la déshumanisation totale du peuple palestinien et le fait de refuser totalement au peuple palestinien son droit à la résistance et son droit à gagner sa libération par les moyens. En fait, je pense que on est aussi en Occident des sociétés extrêmement pacifiées dont on ne sait pas ce que c'est que la violence, dans laquelle en tout cas la violence a énormément reculé. Et donc du coup, on est en incapacité de penser ou de s'imaginer ce que c'est que vivre en état de guerre et ce que c'est que se défendre aussi dans des situations voilà, de colonialisme brutal où on t'interdit de manger, de boire, d'avoir accès à l'électricité, etc. Et donc, du coup, je pense que là où il y a des similitudes, surtout, c'est dans la déshumanisation d'un peuple et dans le fait qu'on lui renie son droit à la résistance, son droit à gagner sa libération, à mettre fin au colonialisme. Et c'est voilà, c'est ce qui fait que voilà, on a des situations voilà, plutôt similaires, mais plutôt dues au contexte colonial et à ce qu'il inflige comme injustice au peuple qui le subissent. Et donc, du coup, et c'est la délégitimation de leurs moyens de résistance, quels qu'ils soient, parce qu'on va toujours voilà, vouloir qu'ils soient pacifistes, etc. Or, je ne pense pas que gagner contre Israël ne se fasse que d'un point de vue, voilà, que d'une lutte pacifique en tant que telle, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est pas tant la comparaison attaque terroriste Hamas et attaque terroriste FLN où voilà, il y a des comparaisons à faire parce que je pense que voilà, c'est pas le même les mêmes organisations avec les mêmes objectifs, mais c'est plutôt dans la déshumanisation totale d'un peuple et dans le fait qu'on lui renie le droit à la résistance, quoi. Oui, du coup, Fabrice, désolé, t'as été coupé. Ouais, j'ai été coupé. La censure. Là-dessus, on dit souvent que c'est comment dire, c'est le niveau de violence de l'occupant qui détermine la réaction de l'occupé, quoi. Hein. Bon, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été absolument horrifié par le massacre qui a été commis, hein, aussi par le Hamas, mais comment dirais-je, pendant la colonisation algérienne, il y a de très nombreuses situations où on voit des explosions aussi de haine
qui sont des explosions de haine accumulées pendant des très longtemps, qui se traduisent par des violences extrêmes. Voilà, ça fait partie de ce qu'on voit dans l'histoire coloniale. Voilà, cela dit, effectivement, la situation n'est pas Mm. la même, Oui. est pas la même exactement, ça va de Mm, soi. mm. Et du coup, enfin, la solution pour cesser les violences et pour que enfin les civils, que ce soit les civils israéliens ou palestiniens, puissent vivre en paix, c'est de mettre fin au colonialisme et de reconnaître un État Ouais, aux Palestiniens. bon courage pour ça, hein. Mm. La société israélienne a évolué de façon absolument désastreuse ces dernières années, quoi, hein. Ça paraît assez irréversible, hein. C'est-à-dire que on voit depuis des années monter le racisme le plus brut, le plus violent à l'égard des Palestiniens, hein. D'ailleurs, certains spécialistes disent que une des raisons de la réussite l'entrée du Hamas dans le territoire israélien, c'est le mépris colonial des services de renseignement de l'État israélien pour les Palestiniens en général, et qui se sont dit que jamais ces gens-là seraient capables de déjouer leur merveilleux système de surveillance. Enfin bon, voilà. Mm. Mais non, mais enfin, on peut qu'être extrêmement pessimiste, hein. T'en penses quoi, Oui, toi, Manel? c'est surtout que partout dans le monde, les dirigeants jettent les peuples les uns contre les autres, sans que, en brisant aussi très fortement les liens de solidarité. Et pour être un peu positif, moi, je ne m'attendais pas à un soulèvement partout sur la planète aussi massif, que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, en France. Enfin, en France, les manifestations étaient interdites, donc ça a été encore plus compliqué. Mais on a quand même, voilà, on a quand même réussi à imposer aussi, je pense, d'autres termes au débat public. Et je pense que là, ces derniers jours, c'est très difficile pour tout le monde de tenir la position qu'ils ont tenue de l'inconditionnel soutien à Israël, au vu de la brutalité de ce qui se passe là, notamment avec l'attaque de l'hôpital Mm. à Gaza. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi de dire que les solidarités internationales, les solidarités, y compris voilà, nationales, ou les formes d'organisation collective peuvent encore exister, notamment sur cette question. Et on ne part pas de rien du tout. Enfin, moi, j'ai fait le premier rassemblement à Marseille. C'était un des plus gros rassemblements que je fais à Marseille, en dehors des grosses journées de manifestations, etc. Et voilà, enfin, on voit voilà, qu'on n'est pas totalement apathique à ce qui est en train de se passer, et que tout le monde ressent une profonde injustice par rapport à ce qui se passe. Et c'est que quelque part, voilà, les énergies de solidarité et les énergies de gens qui veulent agir existent vraiment. Effectivement, on part dans une situation qui est très complexe et qui est désespérante, mais je pense que c'est important de ne pas dire que le désespoir, quoi. Mm. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, et toi aussi d'ailleurs, Fabrice, si tu souhaites suivre la discussion, et Mané aussi, je vous y invite. Je reçois Taoufik Tahani, qui est président honoraire de l'association de la FPS, ainsi que Pascal Thor, qui est prof à l'ENA et qui est aussi spécialiste des questions liées au Moyen-Orient. Et on va avoir une discussion sur le même format qu'aujourd'hui, sur justement la guerre Israël-Palestine. Et je vous invite à être très nombreux aussi la semaine prochaine pour en discuter, parce que comme on le voit là, on a passé 1 heure et demie à parler de cette histoire du 17 octobre 61 et à commencer à aborder la question de la guerre Israël-Palestine, mais c'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement lourd, et dans lequel deux émissions, sinon plus, ne sont pas de trop. Je voulais, avant de conclure, et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour qu'on vous dise au revoir, mais si vous avez encore des choses qu'on n'a pas abordées et que vous auriez aimé dire, Fabrice et Manel, c'est le moment. À part si vous avez l'impression qu'on a déjà... Moi, je referai juste, je laisserai après Fabrice clôturer
la discussion. Mais il y a un livre que j'ai trouvé, moi en tout cas, j'ai adoré le lire. J'en ai parlé à la dernière émission dimanche. C'est Le visage de Pierre de William Gardner, qui traite du coup de la question du 17 octobre, mais d'une manière assez différente. Donc c'est l'histoire d'un noir américain qui est journaliste, qui veut échapper à la cruauté du racisme aux États-Unis et qui pense venir vivre à Paris, la bohème parisienne, etc. Et il ne connaissait pas du tout l'existence des Algériens ni des Maghrébins, etc. Et donc, du coup, il se balade à Paris, il se balade à la Goutte d'Or et il rencontre un peuple qu'il n'a pas connu, mais dans lequel il se reconnaît. Dans lequel donc il va apprendre à connaître deux Algériens qui vont être ses amis, qui vont lui parler de la guerre d'Algérie. Et donc du coup, il va les comparer. En fait, il va faire une comparaison entre la situation des Algériens en France durant ces années-là et la situation des Noirs américains à Harlem à l'époque. Donc il fait des comparaisons entre Harlem et la Goutte d'Or. Et donc du coup, alors qu'il venait pour ne plus se préoccuper des questions de racisme, être entraîné malgré lui dans les événements, le livre se finit sur les événements du 17 octobre 61, et donc il va finir par vivre avec les Algériens ce massacre, et donc du coup c'est super intéressant, enfin ce miroir historique. Et donc du coup le visage de Pierre, c'est le visage commun du racisme et de l'oppresseur qu'il essaye de détruire symboliquement dans ce livre. Donc voilà, c'est juste une petite recommandation littéraire et qui permet aussi de découvrir autrement la condition des Algériens en France à cette époque-là et la manière dont les événements du 17 octobre se sont déroulés. Ouais, tu as raison, Manel, c'est un bouquin extraordinaire et dont l'histoire est assez extraordinaire aussi, est très significatif parce que tous les livres de ce... Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur. William Gardner. William Gardner. Tous les livres de William Gardner ont été traduits depuis très longtemps en français, sauf celui-là qui n'a été traduit, qui a été écrit dans les années 60, et publié aux États-Unis, bien connu aux États-Unis. Il n'a été publié en France, traduit qu'en 2021. Et c'est fou parce que en fait, on a découvert à ce moment-là que le premier livre à parler du 17 octobre dans une fiction, on pensait tous que c'était le bouquin de Deninx dans les années 80, et en fait c'est celui-là, mais aucun éditeur français n'avait jugé utile de le traduire jusqu'en 2021. C'était aussi une des manifestations de l'occultation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu avais un autre élément à aborder avant qu'on... Non, écoutez, non, okay. Non. Je te remercie énormément, Fabrice. Je te remercie aussi beaucoup, Manel. Et merci au chat d'avoir été aussi réactifs et nombreux. On grossit de plus en plus. Je tenais aussi à vous remercier. Hier, on a dépassé les 100 abonnés. Donc, on est encore une petite chaîne Twitch. Mais on grossit à notre niveau. Donc, c'est chouette. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, aux gens que vous pensez que ça peut intéresser. Tous nos replays sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On a également des réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Instagram où on partage tous les articles de nos révolutions. Valka qui dit que qu'elle est la 100e. Peut-être, on n'a pas compté. Il faudrait peut-être faire une petite publication pour remercier la 100e ou le 100e abonné. Mais voilà, en tout cas, on va continuer. Donc tous les dimanches, on a un format de discussion sur les sujets d'actualité. Et une fois par mois, ça se transforme en émission avec des invités, des chroniques, etc. Et le mardi soir, c'est toujours le même format d'entretien qui est tout nouveau. Ça fait seulement 3 semaines qu'on expérimente le format. Et j'espère que c'est aussi agréable pour vous que pour moi. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec vous deux et j'ai hâte de la suite. Merci de nous soutenir et de continuer à être là. Merci. Et super, on va arrêter là le direct, mais du coup, portez-vous bien. N'oubliez pas de diffuser les informations sur la guerre Israël-Palestine et de soutenir sur vos réseaux sociaux, d'aller en manif si c'est possible pour vous, parce qu'effectivement, c'est quand même, vu qu'elles sont interdites, ça reste dangereux, mais si vous le pouvez, voilà. Et voilà, de continuer à soutenir cette cause, parce que c'est essentiel. Voilà, passez une bonne fin de soirée. Salut. Puis, salut. À la semaine prochaine. Salut.